Bonjour tout le monde, bon mercredi. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Marc Lapointe, directeur général adjoint de l'Association québécoise des technologies. Et j'aurai le privilège de faire le maître de cérémonie pour cette rencontre aujourd'hui. Bienvenue, bienvenue à cette première mouture de notre nouvelle série des cercles d'excellence qui sont des sujets qu'on va traiter tout au long de l'année avec des experts et nos partenaires de longue date. Merci au Fonds de solidarité FTQ de se lancer dans l'aventure avec nous. Merci et j'aurai plaisir de vous présenter nos intervenants, mais un merci spécial à Marie-Ève qui en coulisses là, nous a permis de faire tout ça. Avant de céder la parole à nos invités, là, je vais vous faire quelques petits messages de fin d'année qui s'en viennent pour tout le monde. Bougez pas, je vais faire un petit enter. Donc, le 15 décembre prochain, j'invite tout le monde à se joindre à nous pour la présentation de Jeb Blunt qui va nous faire un atelier ou une plénière là, en mode virtuel, mais sur la vente. Jeb Blunt, c'est un best-seller author qui a vendu 11 livres, dont le livre le plus vendu sur les ventes au monde. Fait que c'est pas rien. Puis cette année, on a décidé de l'ouvrir à tout le monde, tous nos membres, histoire de partager les bons coups. Ça se promet d'être des plus intéressants. C'est lui qui a écrit Fanatical Prospecting, là, qui s'est vendu, comme je vous disais tantôt, là, à des millions d'exemplaires. Puis il n'y a pas un livre d'affaires qui s'est vendu plus que ça sur les ventes. Donc, c'est à ne pas manquer. L'autre événement qu'il ne faut pas manquer, vous le savez, vous l'avez vu passer, on a mis des finalistes de PME en lumière en ligne dans les derniers jours. Donc, parmi nos finalistes, ce sont tous des entreprises qui se sont distinguées cette année par un apport technologique relié à la pandémie. MyBiz, OPEM, Energy, MDF Commerce, Ipso, Insum, OpenMind et Yui. Ben, félicitations à vous tous et la meilleure des chances pour la suite, mais ça promet d'être des plus intéressants. Donc, pour souligner ces gens-là, on aura le gala PME en lumière qui est le 16 décembre à 16 heures. Ça va être en web diffusion sur YouTube, sur Facebook Live. Vraiment, vraiment hot. Puis c'est sur place que le gagnant sera dévoilé. Les gens vont pouvoir voter jusqu'à quelques minutes avant que nous, on reçoive le résultat là, par la firme Somme qui a été mandatée pour donner le vote. Surveillez vos courriels. Là, tout ça va sortir dans les prochaines journées. Merci évidemment à Banque nationale, CGI et BDC qui nous permettent de tenir pour une 5e année consécutive le gala PME en lumière. Vous allez pouvoir vous inscrire, c'est pas compliqué, c'est juste un petit courriel à nous donner pour qu'on puisse vous donner le lien pour faire tout ça. Avant de passer la parole à Stéphane, un petit rappel, pendant la présentation, on va vous demander de garder vos micros et vos caméras fermés pour que Marc-André puisse rester concentré puis que le bruit de fond soit le plus léger possible pour que chacun des participants puisse bien suivre la conversation. On reviendra, je reviendrai accompagner Marc-André vers la fin, 10-12 minutes avant la fin, pour une période de questions. Et là, on va vous demander d'ouvrir vos caméras puis vos micro, histoire de pouvoir se voir la binette un peu là, et échanger de façon un peu plus spontanée là, que par courriel ou par texto ou par chat interposé. Donc, ce sera avec plaisir à ce moment-là là, qu'on pourra faire un peu plus de live pour la période de questions. Donc, je vais vous présenter notre partenaire FTQ, Fonds FTQ. Stéphane Marois, qui est directeur aux investissements. Il s'est joint au fonds en 2007. Depuis ce temps-là, il a œuvré dans le secteur des technologies de l'information, de l'aérospatiale, du transport, du récréo, tourisme et des services financiers. On côtoie Stéphane pour notre part dans l'AQT depuis plus de 5 ans, donc on a énormément travaillé avec lui. Il possède une riche expérience dans le domaine d'investissement acquise au sein de différentes entreprises québécoises d'envergure. Il a travaillé chez Bombardier, chez CAE, chez Hydro-Québec. Il siège présentement au conseil d'administration de diverses entreprises et organisations. Il possède une maîtrise en administration des affaires de l'Université McGill et il est aussi un membre de l'Ordre des CPA du Québec et il a suivi des formations spécialisées sur les valeurs mobilières, les fonds d'investissement et la gouvernance. Donc, sans plus tarder, Stéphane, je vais te céder la parole. Tu peux ouvrir ton micro, ta caméra et moi, je vais faire le contraire.
Stéphane? Ah, bougez pas. Il semblerait qu'on a un petit enjeu. Stéphane, est-ce que tu peux parler? Je crois que non, bougez pas. Est-ce que tu unmute? Désolé de ce petit contretemps. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Ah, maintenant on t'entend. Fait que tu peux ouvrir ta caméra. Désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Oui. Ben, ma caméra est ouverte. Je ne sais pas si vous me OK. voyez. Non, sinon je vais juste parler. Ben vas-y, on ne t'en voit pas, mais on t'entend bien. Ben, merci beaucoup, Marc. C'est très gentil les mots sur moi. Donc, bonjour à tous. Avec la pandémie et le télétravail, on a vu une augmentation spectaculaire des cyberattaques. Vous avez sûrement vu toutes les nouvelles là-dessus dans les journaux, dont des cas plus high profile. Puis il y a des cas qu'on n'entendra jamais parler, évidemment. C'est déjà un enjeu majeur avant la pandémie, mais la pandémie a accentué ça comme bien d'autres choses. Selon une enquête sur faite par l'Autorité canadienne des enregistrements d'Internet, il y a à peu près un quart des entreprises et organisations canadiennes qui ont été visées par au moins une cyberattaque pendant la pandémie. C'est assez spectaculaire. Somme toute, aucune organisation n'était à l'abri de ça. Puis les conséquences peuvent être assez dévastatrices, pouvant même mener à une faillite dans certains cas. Vous savez que le Fonds de solidarité, il investit dans des entreprises de chez nous pour accélérer leur croissance. On a investi directement dans quelques entreprises de cybersécurité. Un exemple, c'est Terra Nova Sécurité, ici même à Laval, qui a eu une augmentation impressionnante de son chiffre d'affaires pendant la pandémie. Donc, c'est un bon exemple. Mais la raison aujourd'hui de notre présence, c'est vraiment de vous offrir ce webinaire. On croit que c'est un enjeu important pour nos entreprises. On veut mettre la lumière là-dessus. On pense que le Québec peut devenir un pôle d'excellence en cybersécurité. Puis on croit que c'est impératif que les entreprises déploient rapidement des mesures efficaces pour minimiser les conséquences. Puis le fond, on a une équipe forte en TI, puis on veut en profiter pour présenter concrètement des trucs et des bonnes pratiques à mettre en place pour limiter les impacts dans l'éventualité d'une cyberattaque. Donc, sur ça, je cède maintenant la parole à Marc-André Drapeau, architecte principal en sécurité informationnelle au Fonds de solidarité. Merci beaucoup pour la présentation. Donc, je vais démarrer ma vidéo et ici mon partage d'écran. Et voilà, donc tout le monde devrait voir la présentation sur mon écran. Donc, c'est excellent. Donc, premièrement, merci de me laisser quelques minutes pour vous parler de ma passion, de la cybersécurité. Juste avant de commencer, j'aimerais prendre une petite minute pour vous parler de moi. Ma passion a débuté il y a plusieurs années lorsque j'étais dans mon baccalauréat. J'ai pris un cours de sécurité. C'est là que j'ai vu que c'était possible de trouver des vulnérabilités dans des systèmes puis de s'infiltrer pour aller voler de l'information. Donc, je me suis rapidement impliqué, donné des laboratoires. J'ai continué en maîtrise en donnant des cours de sécurité. Pour la suite, aller travailler plusieurs années à l'Auto-Québec où j'ai eu plusieurs postes en sécurité. C'est là que j'ai découvert la gestion de risque. C'est là aussi que j'ai été faire un MBA pour avoir une vue transversale, avoir un meilleur dialogue, vocabulaire pour parler avec les unités d'affaires, pour bien décrire les risques. Par la suite, j'ai été responsable de sécurité à HEC Montréal pendant quelques années, où j'ai pu mettre en place un cadre normatif, puis hausser le niveau de maturité de sécurité. Puis maintenant, je dirige la sécurité au Fonds de solidarité FTQ par l'entremise de l'équipe de sécurité tactique. J'ai continué à enseigner, c'est une passion. Donc, ça fait déjà plus que 15 ans que j'enseigne à l'ETS, puis j'ai enseigné à travers ça 4 ans à HEC Montréal. Donc, ceci étant dit, aujourd'hui, l'objectif de la présentation, c'est de partager mon expérience, ma vision, vous transmettre ma passion.
en tant que responsable de sécurité tactique, mais aussi en tant que responsable de plusieurs groupes, notamment des groupes de vigie. Donc, je vais vous donner un maximum de pistes de solutions pour vous aider à vous guider dans la priorisation de vos initiatives de sécurité. Puis tout ça selon ma lecture du contexte actuel, puis mon expérience et les discussions que j'ai eues avec plusieurs de mes collègues qui œuvrent dans le domaine de la sécurité. Dans un premier temps, le contexte actuel. Bon, le contexte actuel, on le connaît, la pandémie. La pandémie amène beaucoup de changements, des changements qui amplifient certains types d'attaques et certains risques. On pense au télétravail qui nous amène à travailler dans un environnement différent. Donc, on peut penser à des technologies différentes qu'on utilise, comme le routeur de la maison, des ordinateurs personnels, des activités Internet différentes. Dans la maison, dans certains cas, on a des télés intelligentes, de la domotique, on a des Alexa, des Google Home, etc. Donc, vraiment, ça l'amène un contexte, un environnement différent qui nous met plus à risque dans certains cas. Un autre élément du contexte important, c'est le temps. Souvent, on dit que le temps, c'est l'ennemi de la sécurité. En fait, il ne faut pas présumer que les attaques qu'on a sont lentes et persistantes. Lorsque les conditions se réunissent, lorsqu'on a des conditions optimales qui sont présentes, les attaques peuvent être très rapides. Selon certains rapports, notamment le rapport de CrowdStrike, il y a une métrique qu'on appelle le breakout time. Donc, le breakout time, c'est le temps entre une première compromission et le temps où l'attaquant réussit à mettre la main sur les données, donc atteindre son objectif. Dans les 2 dernières années, ça varie entre 4 et 9 heures. Donc, c'est extrêmement rapide. Il y a aussi le temps entre la découverte d'une vulnérabilité et son utilisation. Donc, il y a plusieurs années, il pouvait se passer plusieurs mois entre cette découverte-là, puis de voir des exploits, donc des logiciels malveillants qui prennent avantage de ces vulnérabilités-là. Aujourd'hui, on voit beaucoup... l'accélération se fait sentir, puis des fois, ça peut prendre juste quelques minutes. Il y a également une règle qu'on peut observer chez CrowdStrike, c'est la règle 1-10-60. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on a 1 minute pour détecter un incident, 10 minutes pour le comprendre, puis 60 minutes pour le répondre. Donc, vous voyez que dans certains cas, il faut être très, très réactif, très rapide. Donc, le temps, de façon générale, est très important et doit être considéré. Également, le paradigme. Le paradigme change. Il y a plusieurs années, on se posait la question, qu'est-ce que je peux faire pour pas être victime d'une attaque? Maintenant, le texte change, en fait, la réflexion change, c'est plutôt qu'est-ce que je peux faire lorsque je vais être victime d'une attaque? Donc, on met beaucoup plus d'emphase sur la cyber-résilience, beaucoup plus d'emphase sur ces éléments-là qui suivent un incident. Puis aussi, bien entendu, tous les éléments de préparation en vue potentielle d'un incident. Finalement, le dernier élément, c'est l'exfiltration de données. Bien entendu, en 2019, il y a eu Desjardins, il y a eu Revenu Québec. C'est une réalité qui est de plus en plus présente. Puis on peut également se poser la question, est-ce que le contexte actuel de télétravail, le fait qu'on utilise plus de plateformes de collaboration, souvent plus de plateformes qui ne sont pas corporatives, est-ce que ça amène plus d'exfiltration? Clairement, ça le favorise. Ça reste une réalité également qu'il faut garder en tête. Donc, ce contexte actuel fait en sorte qu'on doit s'adapter, on doit ajuster nos contrôles. Comme on l'a mentionné tantôt, la cybermenace, elle est présente et touche également les PME. D'un premier temps, par un dénominateur commun, dans le sens que les pirates vont tout simplement aller au plus facile. Donc, ils vont regarder tout ce qui est vulnérable sur Internet. Puis ici, ils voient une entreprise qui est moins bien préparée, qui a des vulnérabilités, mais ils vont tout simplement tenter de prendre avantage de ces vulnérabilités-là. Donc, qu'on soit une petite, une grande ou moyenne entreprise, ça a peu d'importance à ce niveau-là. Également, on peut voir beaucoup de cas où une entreprise est utilisée comme un point de pivot
pour pouvoir atteindre une autre entreprise. Donc, on pourrait voir des attaques, on l'a vu entre autres à la STM, puis dans plusieurs cas, où est-ce qu'on passe par une entreprise pour infecter une autre qui est, dans certains cas, plus grosse. Donc, la cybermenace, elle est clairement présente. Également, elle est proche de nous. Il y a plus d'une dizaine de cas qu'on a vus dans les médias. J'en ai mis quelques-uns. Je pense qu'on est tous au courant. Une dizaine de cas depuis le mois d'août, que ce soit le Cégep de Saint-Félicien, Revenu Canada, STM que j'ai mentionné, le CIUS, etc. Donc, il y a plusieurs cas très proches de nous. Maintenant, je vais vous parler des grandes menaces. En fait, les grandes menaces, c'est suite à plusieurs rapports, plusieurs observations. Je suis responsable du groupe de vigie, je vais en parler de la vigie tantôt. Donc, c'est ce qu'on voit, puis aussi ce qu'on a vu dans la dernière année. Donc, il y a 4 grandes menaces. La menace qu'on voit le plus actuellement, c'est les rançongiciels. On l'a vu notamment au CIUS, à l'STM, au Cégep de Saint-Félicien. La majorité des dizaines d'entreprises qui ont fait les médias récemment ont été victimes de rançongiciels. Les rançongiciels, on peut les découper par type de rançongiciel, puis il peut y avoir des types de rançongiciels par industrie. Il y a beaucoup de rapports qui nous aident là-dedans, notamment le rapport de Verizon. Mais il en demeure pas moins qu'un rançongiciel a généralement les mêmes types d'étapes. Dans un premier temps, prendre en otage, bien entendu, vos données, vos machines. Souvent, ils vont chiffrer le tout, puis vous demander de payer une rançon. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on est rendu à ce moment-là de payer la rançon, c'est que, bien entendu, le pirate a eu le temps d'analyser les mécanismes de sécurité que vous avez en place, désactiver, dans certains cas, ces mécanismes de sécurité-là. Ensuite, ils ont tenté déjà de voler les mots de passe qui étaient moins bien protégés. Puis, ils ont établi un tunnel de communication pour pouvoir avoir la mainmise sur vos machines dans votre parc informatique. La deuxième grande étape, c'est de vous menacer de divulguer l'information pour avoir un impact sur votre image, pour avoir des impacts en termes d'obligations légales. Donc, c'est généralement la deuxième menace qu'on va observer. Puis la troisième étape, c'est de vendre aux enchères vos données pour les entreprises notamment qui n'ont pas voulu payer. Ce qu'on observe beaucoup, c'est que les rançongiciels rendent souvent via des services, mais via un service principalement que les entreprises exposent à l'externe, qui est le service de prise à distance des postes, le RDP. Donc, ça a été un service qui a été très, très exploité dans la dernière année. Également, les rançongiciels passent beaucoup par l'hameçonnage. Donc, on va en parler comme étant un deuxième point de menace. Et aussi, le rançongiciel, étant donné qu'il est très lucratif, on voit beaucoup de rançongiciel as a service qui commencent à prendre beaucoup d'ampleur dans les offres de services dans le dark web. Donc, rançongiciel, une réalité. Deuxième réalité, c'est l'hameçonnage. Donc, beaucoup de courriels envoyés. Il y a plusieurs types d'hameçonnage, mais essentiellement, les hameçonnages vont utiliser des liens, souvent des liens vers des pages d'authentification, parce que l'hameçonnage est très utilisé pour voler des authentifiants. On a vu beaucoup dans la dernière année des pages d'authentification de Microsoft Office 365, des pièces jointes qui contiennent du logiciel malveillant. Puis aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'hameçonnage est très relié au contexte. Donc là, présentement, on est en pandémie, on parle beaucoup de vaccins, donc depuis quelques jours, il y a beaucoup d'hameçonnage en lien avec des vaccins. Il y a eu durant les derniers mois des faux remèdes, du matériel médical à prix réduit, des alertes sanitaires, des ordres d'emploi à domicile. Donc, il y a eu tout ce contexte-là. Bien entendu, beaucoup d'entreprises ont commencé à utiliser des logiciels de téléconférence comme Zoom, Teams, Skype, etc. Donc, il y a eu beaucoup d'emphase là-dessus.
Bien entendu, là, on est dans le Boxing Day, Black Friday, Cyber Monday, donc bien entendu, beaucoup d'hameçonnage en lien avec ça. Il va y avoir la période des impôts, REER et tout. Donc, ça suit le contexte. Autre élément, troisième élément de grande menace, c'est les authentifiants dérobés. En anglais, on appelle ça le credential stuffing. C'est d'utiliser des identifiants et mots de passe qui ont été volés pour tenter de s'infiltrer dans vos systèmes ou tout simplement pour faire de l'hameçonnage. C'est pas rare de voir des courriels d'hameçonnage qui vont vous envoyer votre identifiant puis un vieux mot de passe qui a déjà été dans une brèche en vous disant « J'ai le contrôle de votre poste, voici la preuve, j'ai votre mot de passe. » Mais dans le fond, c'est un vieux mot de passe. C'est pas vrai qu'ils ont pris contrôle de votre poste. Donc, c'est souvent utilisé de cette façon-là. Également, dans ce monde-là, on peut voir dans le dark web des grosses bases de données où est-ce qu'on retrouve des authentifiants dérobés. Là, on parle de milliards de mots de passe avec des identifiants. L'idée, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des brèches, il y a une agrégation qui est faite. Donc, ces brèches-là sont mises ensemble, mis à la disposition des personnes malveillantes. Puis, ces personnes-là vont les utiliser pour plusieurs activités malveillantes. Donc, authentifiant dérobé est une réalité. Il existe des sites, entre autres le site Have Been Pwned. Puis, à la fin, on va vous remettre un aide-mémoire, puis j'ai mis le lien de ce site-là. Donc, c'est un site dans lequel vous pouvez rentrer votre adresse courriel, puis il va vérifier dans ces bases de données-là, à savoir est-ce que votre courriel figure dans une des brèches. Puis si oui, ils vont vous donner de l'information. Oui, une brèche en 2019, 2020, c'est ça le nom de la brèche. Voici les informations qui ont été volées. Puis comme ça, vous pouvez avoir cette information-là, à savoir est-ce que mon courriel, je dois changer de mot de passe parce qu'il figure dans une brèche. Dernier élément, c'est les erreurs. Les erreurs, ça a été en 2019, selon le rapport Verizon, tout aussi important que l'ingénierie sociale, l'hameçonnage. Lorsqu'on parle d'erreurs, on parle des mauvaises configurations. Exemple, du stockage mal configuré ou des services dans l'info nuagique qui sont mal configurés, des courriels qui sont mal distribués, essentiellement des erreurs commises par les utilisateurs finaux ou des administrateurs système. On a vu cette hausse dans les dernières années, notamment par la popularité de tous les services dans l'info nuagique. Donc, on sait que dans l'info nuagique, il y a une part de responsabilité du fournisseur et il y a une part de responsabilité du client. Généralement, la configuration du service, il y a beaucoup de responsabilité du client. Puis, si le client ne configure pas adéquatement le service, mais ça peut rendre disponible des informations aux personnes non autorisées. Donc, on a vu beaucoup de cas de mauvaise configuration, je dirais, dans les 2 dernières années. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis à l'intérieur des grandes menaces. Donc, rançongiciel, hameçonnage, authentifiant dérobé et les erreurs. Donc, tout ça nous amène à vouloir bouger, à vouloir prioriser des choses. Juste un rappel rapide, les bénéfices de bouger maintenant. Dans un premier temps, ça permet de rester concurrentiel. Je dirais qu'à 2 entreprises qui offrent des services similaires, donc 2 entreprises équivalentes, une entreprise qui a à cœur la sécurité, qui dit pour nous c'est important, puis qui rassure sa clientèle, la clientèle va voir ça comme étant un avantage, d'où l'avantage concurrentiel. Également, lorsque exemple, nous, le fonds, puis plusieurs autres entreprises, lorsqu'on fait affaire avec d'autres entreprises, mais on fait notre vigie, on fait notre évaluation de sécurité de notre partenaire d'affaires pour voir est-ce que l'entreprise avec qui on veut faire affaire a des certifications ou l'équivalent. On vérifie leur posture de sécurité. Puis bien entendu,
ça peut influencer le choix du partenaire d'affaires. Donc, cet élément-là est regardé de plus en plus, d'où encore une fois le fait de rester concurrentiel. L'autre élément, parer des pertes financières. Bien entendu, lors d'une crise, ça mobilise toutes les ressources, ça prend beaucoup d'argent pour surmonter un incident. Si, dans l'optique qu'on a investi régulièrement en sécurité et qu'on est prêt, on est prêt parce qu'on sait déjà quoi faire en cas d'incident, on a déjà des mesures pour réduire un impact en cas d'incident. Ça fait en sorte que, oui, on va lisser notre investissement au fil des années, puis lorsqu'il va y avoir l'incident, mais la perte financière va être moins grande. Donc, on va pouvoir survivre dans certains cas. Si on se base à la statistique, 60% des entreprises victimes d'une cyberattaque dans les 6 prochains mois peuvent vivre une faillite. Donc, ça nous permet de rester en vie dans certains cas. Et dans d'autres cas, ça nous permet de garder de l'argent pour prendre avantage des opportunités qui pourraient survenir, qui pourraient arriver n'importe quand, même si on est en crise. Donc, ça nous permet d'avoir cet élément-là. Également, le dernier point, conserver le lien de confiance. Lorsqu'il y a un incident, souvent il y a une investigation. L'investigation va révéler est-ce que les éléments de sécurité étaient en place? Est-ce qu'il y a eu une diligence? Est-ce qu'il y a eu du due diligence de la part de l'entreprise? Donc, cet élément-là peut avoir un impact important sur l'image de l'entreprise et la confiance que les partenaires et les clients vont avoir envers l'entreprise victime d'un incident. Maintenant, commençons à parler de quoi prioriser, quelles sont les premières questions à se poser. Dans les premières questions à se poser, est-ce que vous priorisez la sécurité? Donc, est-ce que la sécurité est à l'ordre du jour au comité de direction? Est-ce que vous avez un responsable de sécurité? Est-ce que vous avez une visibilité de ce qui se passe sur le terrain d'un point de vue sécurité? Donc, on parle de reddition de compte, de tableau de bord et aussi, très important, est-ce que vos employés sont sensibilisés? Donc, je rentre tout ça dans la bulle priorisation de la sécurité. Donc, posez-vous ces questions et, exemple, si la sécurité n'est pas à l'ordre du jour de votre comité de direction, ça pourrait être un bon point de départ pour dire, ouais, on le met à l'ordre du jour, on va pouvoir faire un suivi, on va pouvoir en parler, on va pouvoir initier quelque chose. Autre élément, est-ce que vous vous entraidez? Donc, est-ce que vous avez des groupes avec d'autres entreprises qui vous ressemblent, qui offrent des services similaires, même région, grosseur similaire? Ça paraît moins intuitif dans le sens qu'on va dire, ben, on est en compétition. OK, vous êtes peut-être en compétition, mais d'un point de vue sécurité, vous ne l'êtes pas. On a besoin de s'entraider d'un point de vue sécurité. J'ai 2 exemples à vous donner là-dedans. Quand j'étais dans le domaine de l'enseignement, lorsque j'étais responsable de la sécurité à HEC Montréal, j'ai mis sur pied un groupe qui réunissait toutes les universités au Québec. Puis, dans ce groupe-là, on se rencontrait plusieurs fois par année, puis on pouvait s'appeler, on pouvait s'entraider d'un point de vue sécurité. Là, actuellement, au Fonds de solidarité, j'ai également mis sur pied un groupe avec quelques entreprises. On est 5 entreprises en tout. Entreprises qui se ressemblent, proches. Puis, on s'entraide. Puis lorsque je parle d'entraider, c'est que ça permet, entre autres, si vous avez des questions, mais d'autres personnes qui sont en sécurité, qui sont dans votre cercle, mais vous pouvez poser ces questions-là. Très, très intéressant lorsque vous avez seulement une personne dans votre entreprise qui s'occupe de la sécurité. Donc, au moins, elle a des contacts dans d'autres entreprises. Également, des éléments très intéressants comme la vigie. La vigie, ça permet de partager ce que les autres voient. Ça permet aussi de parler d'enjeux. Récemment,
il y a quelques semaines, ben, dans mon groupe de vigie, on s'est dit, hey, il y a beaucoup de cyberattaques au Québec. Comment vous réagissez? Est-ce que vous faites de la sensibilisation? Est-ce que vous accélérez des initiatives de sécurité? Donc, c'est très intéressant dans cette optique-là. Vous voulez travailler sur une technologie de sécurité, vous faites une analyse à savoir qu'est-ce que je dois choisir, quelle orientation je dois prendre, mais il y a peut-être une autre entreprise dans votre groupe qui a déjà eu cette réflexion-là ou qui utilise déjà une technologie qui vous intéresse, donc il peut vous la présenter. Donc, très, très intéressant cet aspect-là d'entraide. Également, les référentiels. Donc, ce que je veux dire ici, c'est tentez pas de réinventer la roue. La sécurité, c'est un domaine qui commence à être mature. Il y a plusieurs cadres de référence. On peut parler de ISO, qui est une norme internationale. C'est le International Organization of Standardization. Il y a le NIST, qui produit également plusieurs documents. Il y a le CIS, qui est le Center for Internet Security. Donc, en fait, il y a plusieurs référentiels qui peuvent vous aider à savoir quel contrôle je peux mettre, quelles sont les bonnes pratiques, quels sont les principes de sécurité que je devrais mettre en place. Également, il y a des rapports. Il y a des rapports, il y en a plusieurs. Celui que j'aime beaucoup, c'est le rapport de Verizon, c'est le Data Breach Investigation Report qu'on voit. Mais il y en a plein, il y a Ponemon, il y en a plusieurs rapports. Puis ce qui est intéressant dans ces rapports-là, c'est qu'ils vous permettent de ils vous montrent quelles sont les menaces actuelles, ils vous font des prévisions, puis notamment celui de Verizon, par secteur d'affaires, donc TI, enseignement et autres, finances, il vous dit, bon, mais dans tel secteur d'activité, voici ce qu'on retrouve le plus comme menace, comme brèche, comme incident, puis il vous donne des recommandations par secteur. Maintenant, allons un petit peu plus en détail dans la boîte à outils. Donc, la boîte à outils, c'est encore une fois des priorisations selon mon expérience, selon mes leçons apprises, puis aussi selon les discussions que j'ai eues avec plusieurs entreprises, dont des entreprises qui ont eu des incidents de sécurité et qui ont appris de tout ça. Beaucoup en fonction du contexte actuel, donc les menaces qu'on vit actuellement. Donc, j'ai priorisé certains éléments, puis c'est ce que je veux vous partager. Parce que, bien entendu, vous pouvez prendre un cadre de référence, puis dire, ben moi, je veux mettre la sécurité, je vais prendre un cadre de référence. Mais souvent, les cadres de référence, ça prend plusieurs années mettre ça en place. Quand je dis plusieurs années, là, c'est pas 2-3 ans. Là. Ça peut prendre 5 ans, 10 ans mettre ça en place. C'est généralement très lourd. Donc, il faut commencer à quelque part. Il faut prioriser. Donc, c'est ce que je vous amène comme expérience, c'est cette priorisation-ci. Donc, 5 grandes priorités. Donc, la première, c'est la réduction de votre surface d'attaque. Donc, lorsqu'on parle de surface d'attaque, on peut penser à une maison avec plein de portes, plein de fenêtres ouvertes. Donc, si on peut rentrer de plein de façons, ça facilite l'attaquant. Donc, réduire la surface d'attaque, c'est de s'assurer de fermer les portes, fermer les fenêtres, d'être plus étanche, de donner moins d'opportunités aux attaquants. Donc, dans cette catégorie-là, il y a, dans la première priorité, c'est la gestion des vulnérabilités. Lorsque je parle de gestion des vulnérabilités, c'est tout votre matériel. On peut se concentrer dans un premier temps sur vos postes de travail. Donc, les postes de travail ont un système d'exploitation. Le système d'exploitation doit être, bien entendu, doit être mis à jour. Si c'est du Windows, à chaque mois, Windows fournit des rustines à appliquer. Donc, c'est de s'assurer de ne pas prendre de retard. Parce qu'il y a beaucoup de logiciels malveillants qui cherchent des vulnérabilités pour en prendre avantage, pour finalement s'introduire dans votre système, avoir ce qu'on appelle du mouvement latéral pour se déplacer dans votre écosystème, dans votre parc informatique et finalement se rendre à des serveurs pour voler l'information. Donc, la gestion de vulnérabilité est un élément qui permet rapidement de rehausser votre niveau de sécurité. Je parlais du système d'exploitation, mais il y a également toutes les
logiciels tierces qui sont installés sur vos ordinateurs, que ce soit du Java, Acrobat, donc tous les petits logiciels que vous avez installés, mais il faut également les mettre à jour. La deuxième priorité, c'est le durcissement. En anglais, c'est le hardening. Le durcissement, c'est en fait de s'assurer que vos ordinateurs sont bien configurés et configurés de façon sécuritaire. Donc, on peut penser à enlever, généralement, c'est un des processus du durcissement, enlever tout ce qui n'est pas utile. Donc, si vous avez des vieux protocoles réseau que vous n'utilisez pas, qui sont désuets, donc vous les enlevez. Si vous avez des services, des fonctionnalités que vous n'utilisez pas, vous les enlevez. On peut penser à Windows 10 qui a le service pour la console Xbox. Bon, bien ça, en entreprise, normalement, vous n'en avez pas besoin. Ensuite, il y a plein de paramètres de sécurité que Windows a, au fil des années, développés, qui permet de mieux protéger les mots de passe qui se ramassent en mémoire, les comptes locaux. Donc, il y a plein de guides que vous pouvez utiliser, notamment le Security Baseline de Microsoft, ou si vous avez du Linux, il y a l'équivalent pour Linux, pour voir qu'est-ce que je peux activer comme paramètre pour que mon poste de travail soit moins vulnérable, pour que ce soit plus difficile à l'attaquant de compromettre ma machine, puis de se propager dans le réseau. La dernière priorité qui aide à réduire la surface d'attaque, c'est la segmentation. Lorsque je parle de segmentation, c'est d'être dans une situation où, à partir de votre poste de travail ou de n'importe quel poste de travail, vous ne voyez pas tous les autres postes du réseau, tous les serveurs. Donc, on fait souvent référence à un réseau ouvert, un réseau plat, versus un réseau qui est segmenté, dans le sens que c'est seulement tel poste qui peut voir tel serveur. Donc, s'assurer que ça soit segmenté, dans le sens que si un attaquant réussit par des techniques d'hameçonnage ou par justement l'utilisation d'authentifiants dérobés, de mettre la main, de contrôler un poste de travail, bien, si c'est bien segmenté, il va tomber l'équivalent dans un carré de sable. Donc, il ne verra pas grand-chose. Ça va être difficile pour lui réussir à avoir un impact maximal, donc à infecter tous vos postes de travail. Contrairement à sans segmentation, s'il arrive sur votre poste, puis là, il voit tous les ordinateurs, mais ça facilite beaucoup sa tâche pour infecter l'ensemble de votre parc informatique. La deuxième grande catégorie, c'est de s'assurer de bien protéger vos portes d'entrée. Donc, lorsque je parle de portes d'entrée, c'est tous vos services qui sont accessibles de l'externe. Donc, pourquoi il faut prioriser ça? Parce que c'est essentiellement les premières portes d'entrée des attaquants. Je vous parlais que les rançongiciels, on a vu beaucoup dans les dernières années des rançongiciels qui ont pu rentrer par des services RDP qui étaient accessibles de l'externe, parce que justement, il y avait des vulnérabilités ou ils ont pu utiliser des authentifiants mots de passe dérobés pour infiltrer le réseau à partir de ces services-là. Donc, dans les priorités pour tout ce qui est exposé à l'externe, c'est dans un premier temps, mettre en place de l'authentification forte. Donc, de l'authentification forte, je fais référence à l'authentification 2 facteurs. Donc, là, vous voulez vous connecter, puis ensuite, vous rentrez votre identifiant, votre mot de passe, et vous recevez, exemple, un SMS avec un autre code que vous rentrez, où il y a plein d'autres produits que vous pouvez utiliser. Il y a des logiciels, ils appellent ça des soft tokens, comme des outils comme Authenticator de Google, de Microsoft, qui permet justement de vous afficher un numéro qui change, par exemple, à chaque 30 secondes. Donc, vous rentrez ce numéro-là. Donc, de mettre de l'authentification forte, ça nous aide énormément, bien entendu, contre les mots de passe volés. Puis, nous, quand on a mis ça il y a plusieurs années, on a vu un effet drastique concernant le nombre de cas d'événements de sécurité à l'interne. Donc, très efficace comme mesure. Ensuite, la deuxième priorité, c'est la protection contre les logiciels malveillants.
On connaît beaucoup les fameux antivirus qui scannent les fichiers dans votre ordinateur. Il faut comprendre que les logiciels malveillants évoluent. Selon le dernier rapport de CrowdStrike 2020, ils mettent beaucoup d'emphase sur le fait que les techniques évoluent sans cesse, que les logiciels malveillants sont polymorphes, donc ils se changent au fil du temps par eux-mêmes. Donc, ça devient très difficile de les détecter. Souvent, ils restent en mémoire, donc ils n'écrivent rien sur le disque. Donc, exemple, un antivirus traditionnel qui fait juste vérifier les fichiers puis voir est-ce que j'ai une bonne signature, deviennent de moins en moins efficaces. Ce qui est préconisé de ce temps-ci, c'est ce qu'on appelle les EDR ou les Endpoint Detection and Response. On peut voir ça comme les antivirus de nouvelle génération qui permet justement de concentrer beaucoup sur le comportement sur un ordinateur. Donc, est-ce que c'est un comportement qui fait référence à une activité malveillante? Donc, ces outils-là permettent de détecter, oui, les antivirus, les virus traditionnels, mais également des nouveaux virus qu'on n'a pas eu le temps d'analyser encore. Donc, c'est une attaque, donc une personne qui vient sur votre ordinateur puis qui décide de prendre certaines techniques d'attaque. Donc, ces outils-là vont mieux nous protéger que les antivirus traditionnels. Donc, revoir les protections contre les logiciels malveillants, donc préconiser plus les EDR que les antivirus ou regarder si votre antivirus a évolué. Donc, c'est un point également important, surtout que quand on parle d'hameçonnage, de liens qui pointent vers un site qui distribue un logiciel malveillant ou une pièce jointe qui veut s'exécuter. Donc, une des premières lignes de défense va être votre solution de protection sur vos points finaux, sur vos postes de travail. Donc, ça sauve dans beaucoup de cas la face, ça nous protège beaucoup contre les types d'attaques. Troisième priorité, c'est gestion de mots de passe. Donc, dans gestion de mots de passe, si on a une bonne gestion de mots de passe, ça nous protège beaucoup contre le credential stuffing, donc les authentifiants dérobés. Donc, quoi faire? Les fameux gestionnaires de mots de passe. Vous pouvez avoir un gestionnaire de mots de passe corporatif pour tout ce qui est mots de passe applicatifs, mots de passe de vos systèmes admin, etc. Des mots de passe des gestionnaires de mots de passe individuels. Il y en a plein de gestionnaires de mots de passe. Puis de plus en plus, les gestionnaires de mots de passe, c'est ça qui est intéressant, vont même vérifier si le mot de passe que vous saisissez dans votre voûte de mot de passe, dans votre gestionnaire de mots de passe, fait partie d'une brèche. Donc, on le voit de plus en plus dans les gestionnaires de mots de passe. Puis justement, dans les dernières versions, j'ai vu ça avec mon téléphone. Donc, le Keychain, donc le gestionnaire de mots de passe par défaut de iOS sur les téléphones, a inclus cet élément-là. Puis, dernièrement, j'ai reçu un courriel pour l'échange de cadeaux. J'utilise Picado. Puis ensuite, quand j'ai voulu aller sur le site, mon téléphone dit, veux-tu que je rentre pour toi le mot de passe? Je dis oui. Puis à ce moment-là, il a détecté que le mot de passe que j'avais utilisé l'année passée figure dans une brèche, donc est maintenant accessible par tout le monde. Donc, c'est très intéressant d'avoir cette information-là. Ça nous permet de dire, OK, c'est beau, je vais aller le changer. Donc, ça, c'est une bonne pratique qui nous aide beaucoup contre les menaces actuelles, donc d'avoir une bonne gestion de mots de passe. Ensuite, appliquer des bons principes de sécurité. Quand je vous disais de ne pas réinventer la roue, il y a des principes de sécurité qui sont là depuis déjà plusieurs années, des principes très importants à appliquer. Les principes que je vois qui sont les plus importants de ce temps-ci, c'est des principes qui permettent de réduire l'opportunité des attaquants. Quand un attaquant réussit à mettre la main sur vos authentifiants ou sur un poste, mais qui soit l'équivalent dans un carré de sable, qui ait moins d'opportunités. Donc, pour ça, il y a le besoin de savoir, qui est un principe important en sécurité.
Le besoin de savoir, pour en anglais, le need to know, c'est de s'assurer, lorsque vous allez mettre en place des normes, des directives, que lorsqu'on demande un accès, il faut toujours pouvoir justifier le besoin, de jamais donner des accès en trop. Souvent, on voit des pratiques de dire, OK, je vais donner des accès complets, comme ça, je suis sûr que ça va fonctionner. Oui, d'un point de vue opération, c'est pratique, ça nous permet de sauver du temps au début, mais d'un point de vue sécurité, ça nous met à risque. Souvent, le besoin de savoir est mixé avec un autre principe qui est le moindre privilège ou le least privilege. Donc, ça dit que lorsqu'on crée, exemple, un accès à une personne, on lui donne le strict minimum comme droit d'accès. Puis ensuite, si la personne veut avoir davantage de droits d'accès, doit faire des demandes en suivant le besoin de savoir. Donc, voici, j'ai besoin de tel accès pour telle tâche, telle tâche. Donc, en suivant ce principe-là, on ne se ramassera pas avec plein de comptes qui ont plein de droits dans notre environnement. Ensuite, un autre principe qui est la séparation de privilèges. Donc, si une personne a besoin de beaucoup d'accès dans le cadre de ses fonctions, par contre, on peut se poser la question, est-ce que certains de ces accès qui sont privilégiés, il en a besoin seulement 2-3 fois par année? Si oui, la bonne pratique serait de ne pas nécessairement lui donner un compte avec tous ces accès-là qui utilisent 365 jours dans l'année et qui expose finalement tous ces droits-là lorsqu'il consulte ses courriels, lorsqu'il visite des sites web qui pourraient distribuer des logiciels malveillants. Donc, le but, c'est de réduire cette exposition-là, puis de considérer de lui donner l'accès lorsqu'il en a besoin. Donc, peut-être pendant quelques mois dans l'année, quelques semaines dans l'année. Donc, il y a plusieurs approches. Il y a des techniques de just-in-time access qu'on appelle. Il y a aussi d'autres approches qui est un petit peu plus traditionnelles. C'est de créer plus qu'un compte utilisateur à ces personnes-là. Donc, un compte utilisateur qui va utiliser dans ses activités de tous les jours pour écrire des documents, aller sur Internet, laisser courriel, puis un compte à privilège qu'il va utiliser dans certains moments pour, exemple, administrer des systèmes ou aller faire certaines tâches vers des systèmes qui ont de l'information plus sensible. Maintenant, l'avant-dernier, vigie. Vigie, un élément très important. Il y a plusieurs types de vigie. Entre autres, il y a la vigie de marché. Bon, la vigie de marché, c'est entre autres ce que vous faites présentement, d'assister à des présentations pour voir c'est quoi les menaces actuelles, c'est quoi les bonnes pratiques. C'est de voir qu'est-ce qui se passe dans l'actualité, voir si, exemple, vous basez vos politiques internes sur des standards. Est-ce que les standards ont évolué? Est-ce que je dois mettre mes politiques internes à jour? La vigie de marché, c'est très utile parce que ça permet de connaître les tendances et s'ajuster, bien entendu. Mais également, lorsqu'il arrive des brèches, exemple, OK, il arrive une brèche dans l'entreprise A, mais on peut ramener cette information-là, tenter de comprendre la brèche, puis se poser la question, OK, et si ça m'arrive, cette brèche-là? Si l'incident qu'une entreprise que je connais vient d'avoir, si ça arrive de mon côté, est-ce que je suis bien préparé? Est-ce que j'ai en place les mécanismes et les éléments pour bien gérer cette crise-là? Donc, c'est très intéressant. Ça nous permet, dans certains cas, de réaliser, oh, je devrais mettre ça en place ou telle autre chose en place. Ensuite, dans les autres types de vigie, il y a vigie du dark web, du deep web. En fait, il existe des entreprises qui peuvent faire cette recherche-là pour vous. Puis, à la limite, ils font ce qu'on appelle du Cyber Threat Intelligence. Donc, dans le fond, ça consiste en quoi? Ça consiste en regarder la présence, si vous avez une présence dans le dark web. Donc, exemple, il y a des brèches. Donc, dans les brèches, est-ce que si vous avez un nom de domaine, est-ce que vous avez des adresses courriels avec ce nom de domaine-là? Ou est-ce qu'il y a des adresses courriels de vos dirigeants à l'intérieur de cette brèche-là? Est-ce que dans le dark web, dans des forums de discussion, il y a une demande par rapport à votre entreprise?
Est-ce qu'il y en a qui posent la question, hey, est-ce qu'il y en a qui ont des accès pour telle entreprise? Si ils commencent à parler de votre entreprise, ça crée une demande. Donc, en créant une demande, vous pouvez vous attendre à avoir des tentatives d'attaque sur votre site web par votre entreprise. Donc, ça permet de voir ces éléments-là d'avance, puis de bien se protéger. Donc, la vigie de marché dans un premier temps, mais ceux qui veulent aller encore plus loin peuvent faire une vigie plus du dark web. Bien entendu, moi, je ne vous suggère pas de vous-même vous connecter vers le dark web et faire ces recherches-là, parce que si vous faites des recherches sur votre entreprise, on ne sait pas, mais ça pourrait créer de la demande. Donc, souvent, les entreprises qui se spécialisent là-dedans, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont en gros, c'est faire une copie du dark web, donc recueillir toute l'information qu'ils voient, mettre ça dans une base de données, puis ensuite, ils vont faire des recherches dans cette base de données-là. Donc ça laisse aucune trace dans le dark web ou le deep web. Donc, ça permet de nous indiquer beaucoup de choses. Finalement, deuxième priorité, en termes de vigie, c'est vigie de posture externe. Donc, lorsque je parle de posture externe, il y a plusieurs sites, plusieurs compagnies, j'ai Security Scorecard en tête ou BitSide. C'est des services qui vont donner une note, un score de sécurité à votre entreprise. Ils vont généralement se baser sur tout ce qui est visible publiquement. Exemple, votre présence justement sur le dark web. Est-ce que les services qui sont exposés, est-ce qu'a priori, ils semblent bien configurés? Exemple, est-ce que vous avez des certificats pour vos sites HTTPS qui sont échus, qui utilisent des mauvais protocoles? Ou quand vous allez sur Internet avec vos furteurs, est-ce que votre furteur est à jour? Donc, ils vont prendre plein de données, puis ensuite donner une cote. C'est important de faire cette vigie-là parce que, premièrement, vous pouvez apprendre des choses sur votre entreprise dans un premier temps, mais également, sachez que de plus en plus, ces scores-là, ces notes-là sont regardées par d'autres entreprises. Exemple, nous, on a plusieurs partenaires, plusieurs entreprises avec qui on demande des services. Donc, on surveille ces entreprises-là. Puis, si on voit que le score chute drastiquement, mais on peut entrer en communication avec eux puis dire, mais écoute, on est inquiet, vous nous offrez des services, votre score vient de chuter, est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais savoir? Donc, on peut faire cette vigie-là. Puis également, lorsqu'on veut choisir un fournisseur, on peut regarder leur score, leur note. Donc, ces éléments-là peuvent être d'une bonne utilité. Puis, juste à titre d'exemple, j'essaie de me rappeler, je pense que c'est Médicis, lorsqu'il y a eu un incident de sécurité causé justement par un rançon logiciel, eux autres, ils étaient notamment sur BitSide, puis leur point a chuté de 100 sur un maximum de 900. Donc, sachant que ça a une visibilité, c'était toujours intéressant de savoir, nous, on se situe où dans ces outils-là. Finalement, dernier point, c'est la cyber-résilience. La cyber-résilience, deux priorités que je verrais là-dedans. Étant donné qu'on parle beaucoup de rançon logiciel, bien entendu, c'est toute la gestion de vos sauvegardes. Puis je parle de gestion qui est plus large que seulement faire des copies de sauvegarde. Parce que si vous faites juste des copies de sauvegarde, mais dites-vous que si si un pirate réussit à s'infiltrer dans votre réseau, il va regarder si vous avez des copies de sauvegarde, puis s'ils sont accessibles. Si on peut les modifier, mais ils vont les chiffrer aussi. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire des sauvegardes, mais d'avoir une bonne gestion, s'assurer qu'ils ne sont pas accessibles en lecture seule, s'ils sont accessibles. Donc, s'assurer d'avoir une bonne gestion en entourant la sauvegarde. L'autre priorité, c'est de s'assurer que vous êtes bien préparé. Donc, lorsqu'il arrive un incident, il y a des coûts et tout. Est-ce que vous avez considéré une cyberassurance? Il y en a de plus en plus. Est-ce que aussi, lorsqu'il arrive un incident, vous avez besoin d'aide? Vous avez besoin d'experts qui vont vous aider à faire de l'investigation informatique. Donc, est-ce que vous avez déjà des ententes avec des firmes
qui vont pouvoir venir vous assister en cas d'incident. Parce que c'est pas lors d'un incident que là, il faut commencer à trouver un partenaire, à avoir des appels d'offres, faire des mandats. Il faut déjà que ça soit prêt. Est-ce que vous avez une cellule de crise? Donc, tous ces éléments de préparation, rappelez-vous, on a changé le paradigme. Maintenant, on se dit plutôt, qu'est-ce que je vais faire lorsque je vais avoir un incident? Donc, prenons pour acquis que ça peut arriver. Donc, soyons prêts. Bon, pour finaliser, on va vous remettre une boîte à outils, un aide-mémoire qui reprend les 5 grandes priorités dont je vous ai parlé. J'en ai mis plus. Donc, vous pouvez voir un petit indicateur qui ressemble à un bouclier sur les priorités des différentes catégories que je vous ai mentionnées, mais j'en ai rajouté. Donc, ce que je peux vous suggérer, puis là, vous pourrez voir si vous êtes à l'aise avec ça, c'est que dans un premier temps, vous pouvez mettre l'emphase sur les priorités qu'on a discutées. Ensuite, dans un deuxième temps, vous pouvez compléter dans la boîte à outils les autres éléments qui sont dans les 5 catégories. Puis ceux qui sont peut-être déjà rendus là, qui ont déjà ce niveau de maturité-là, mais peut-être continuer avec un référentiel. Un référentiel que je connais bien, qui est le CIS, donc les 20 contrôles critiques, qui sont catégorisés en contrôles de base, contrôles fondamentaux, puis contrôles organisationnels. Donc, vous pouvez commencer par les contrôles de base. Puis, il ne faut pas sous-estimer, juste à titre d'information, les contrôles de base, il y en a 6. Bien, les 6 contrôles de base, ça peut en soi être un projet de 4 à 5 ans. Donc, c'est pour ça qu'en termes de priorité, c'est les étapes que je pourrais vous recommander. Bien entendu, ici, j'ai mis l'équivalent d'une roue de Deming. Donc, l'idée, c'est de continuellement vous re-questionner. Parce que les priorités qu'on vit actuellement ne seront peut-être pas les mêmes priorités qu'on va vivre dans 6 mois ou qu'on va vivre dans 1 an. Donc, c'est pour ça, d'où l'importance de la vigie, de continuellement se tenir informé. Puis, si vous avez bâti avec tout ça un programme de sécurité sur 1 an, sur 2 ans, il ne faut pas avoir peur de peut-être dans 3 mois, dans 6 mois, si le contexte change, si les menaces évoluent, de reprioriser. Donc, c'est l'information que je voulais vous donner. J'avais prévu 45 minutes, j'ai dépassé de 2-3 minutes. Désolé. Donc, merci à tout le monde. Merci, Marc-André. Excellente présentation. Moi, j'ai retenu quelques mots-clés, là, prévoyance, confiance, un investissement, je dirais, sensé quand on le fait en amont ou avant que ça arrive, puis que ça a un impact positif, autant sur le temps des ressources en temps de crise ou qu'est-ce qui se passe par la suite. Puis peut-être aussi sur comme le nouveau mot à la mode d'être résilient. On va passer à la période de questions. Donc, si vous voulez ouvrir vos caméras, ceux qui ont des questions et un micro, mais juste avant, j'ai besoin que ceux qui ne sont pas identifiables ou identifiés dans la liste comme Salle Amérique, que vous nous disiez qui vous êtes. Si vous voulez être capable de recevoir les informations, on doit savoir qui était présent. Et j'ai 2 personnes qui peut-être remplacent quelqu'un. Si c'est le cas, ça nous fait plaisir, mais peut-être nous dire de quelle entreprise, parce que comme vous n'étiez pas inscrit, et Chantal a envoyé des petites demandes à ces gens-là. Donc, si vous voulez être capable de recevoir les documents, puis et l'enregistrement et le petit guide de questions, ce sera important de le faire. Avant d'aller aux questions live, j'en ai une dans le chat, Marc-André. Est-ce que nous pourrions avoir le lien pour le rapport de sécurité de Verizon tel que suggéré par M. Drapeau? Laissez-moi voir 30 secondes. Je crois qu'il est déjà, le lien est déjà mis dans la section référence de ce qu'on vous donne, l'aide-mémoire. S'il n'y est pas, de toute façon, on pourra le joindre à ce moment-là au courriel de merci à ceux qui se sont bien identifiés. Excellent. Est-ce qu'on a des... Je confirme qu'il est là. Parfait, merci Marc-André. Est-ce qu'on est prêt pour une première question? Puis là, comme je vous dis, gênez-vous pas, ouvrez vos caméras dans un premier temps. Vous pouvez lever la main aussi dans participant, là, vous pouvez lever la main. Et si oui, bien, on va vous céder la parole avec plaisir. Il y a des timides encore. Je vois juste Jean-François qui a ouvert son écran. Oui, merci. Bonjour Jean-François. Ah, Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour. Ça va bien. Nicolas, justement, de quelle entreprise? Je suis avec Ipso Technologies. Ah, OK, parfait, merci. Excellent.
Moi, je suis curieux de savoir s'il y a beaucoup d'entre vous qui ont parlé de s'entraider, de créer des groupes entre entreprises. Dans les dernières années, ça m'a aidé beaucoup. Entre autres, des fois, on veut choisir des nouvelles technologies pour mettre en place des nouvelles mesures de sécurité. Puis, en parlant, des fois, on se rend compte que, il y a quelqu'un qui a déjà fait l'analyse, qui utilise l'outil, qui nous fait une démonstration. C'est très riche. Anciennement, j'ai créé un groupe général de sécurité pour les universités. Là, présentement, je pilote le groupe de Vigie. Donc, on fait juste parler de Vigie, mais il y a également un autre groupe auquel je participe en lien avec une technologie. Des fois, vous pouvez utiliser une technologie, vous pouvez voir, OK, il y a plusieurs entreprises qui utilisent la même technologie. Donc, des fois, c'est un groupe pour parler de cet élément-là. Puis, dans certains cas, ça peut être intéressant si le fournisseur est au courant aussi que vous avez créé un groupe. Des fois, ça peut, ensemble, vous pouvez adresser des demandes aux fournisseurs. Vous pouvez demander aux fournisseurs de venir vous présenter leur roadmap, l'évolution des technologies. Ça crée beaucoup plus de poids. Donc, ça aussi, c'est un avantage. Marc-André, merci du hint. Pour ceux qui connaissent les groupes de discussion de l'AQT, c'est une formule qui marche chez nous depuis une dizaine d'années, que ce soit par fonction ou par thématique. Dans le courriel de merci qu'on va envoyer, on va vous laisser savoir, on va vous poser la question, êtes-vous intéressé à joindre ou à avoir quelqu'un de votre équipe qui rejoindrait un groupe sur la cybersécurité au sens très large, puis effectivement, on pourrait partir ça au sein de l'AQT, ce serait vraiment bien. Puis l'entraide, bien, ça fait partie de notre ADN, fait que je suis certain que la majorité y trouverait un bénéfice. Puis comme je vous dis, si c'est pas vous, il y a quelqu'un dans votre équipe qui pourrait jouer ce rôle-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou une question, un commentaire? Marc, juste mentionner que ma caméra fonctionne. Ben oui, bonjour Stéphane, on t'a vu. Excellent, excellent. Est-ce que ça a résonné? Est-ce que ça vous a fait plus... Ah, ben vas-y donc, mon ami Jean-François. Oui, tout simplement, tu as parlé, Marc-André, à un moment donné, de partenaires, tu sais, évidemment, de ne pas attendre quand on est plongé dans les problèmes pour en chercher. Est-ce que tu as sans vouloir faire de vente pour personne, est-ce qu'il y a des noms qui viennent en tête d'entreprises basées au Québec? J'en ai déjà entendu parler de 2 ou 3 noms, là, mais j'imagine qu'à l'AQT, on a peut-être une section réservée à ce type d'entreprise-là. Il y a plusieurs entreprises. Moi, je connais Akia, il y a Victrix, il y a GoSecure, il y en a plusieurs qui sont quand même assez proches de nous. Il y en a vraiment. Il y a aussi des plus gros comme Bell. Puis, dites-vous que lorsque vous allez magasiner, si c'est votre intention, de la cyberassurance, mais souvent, la cyberassurance va vous en suggérer. Vous en suggérer parce que les autres, bien entendu, quand ils vont avoir un incident, ils veulent être informés, ils veulent s'assurer que vous avez communiqué avec votre partenaire pour le cyber-incident, que vous ayez suivi les bonnes étapes, notamment sur la chaîne des évidences et tout. Donc, écoute, il y en a plusieurs. Je n'ai pas une liste avec moi, je vous en ai nommé quelques-uns rapidement là, en tête, mais il y en a plusieurs. Jean-François, tu peux aller sur technoduquebec.net aussi puis voir dans nos membres qui a le mot sécurité. Là, il y en a nommé quelques-uns, évidemment, Marc-André, mais il y en a quelques autres aussi là, que tu as peut-être déjà même vu dans nos événements. C'est bon. Excellent, merci. Autre question, autre commentaire? Sinon, on peut juste échanger sur les enjeux du moment. Là, ça aussi, c'est le bon timing pour faire ça. J'ai plein de monde qui sont pas vers leur caméra, fait que je sais pas s'ils sont là ou je sais pas si ils ont pas. Moi, je voulais juste dire que c'était tellement Daniel Boucher, Vision R4, le logiciel de gestion. Donc, moi, je voulais dire que c'est tellement bien sommarisé puis expliqué que c'est pour ça que les gens n'ont pas de questions supplémentaires, probablement. C'est gentil. Bien, effectivement, Daniel, en tout cas pour moi qui est un profane dans le sujet, là, qui n'entend parler puis qui le subit de temps en temps, ça a apporté beaucoup de lumière sur plein de petits enjeux qu'on vit régulièrement.
Moi, je reviens peut-être sur un commentaire que tu as fait, Marc, en disant sur les groupes, justement, de partage. Ben, premièrement, c'est excellent, le groupe AQT. Puis aussi, en sécurité, on a des groupes qui rassemblent plusieurs entreprises, surtout des sous-groupes via le Action TI, entre autres. Il y a le groupe sécurité. Il y en a plusieurs. Quand je vous parlais de vigie ou de technologie, un élément que j'ai peut-être pas mis assez d'emphase, c'est la proximité. Puis la proximité, souvent, on peut l'avoir avec la confiance quand c'est des petits groupes. Donc, n'hésitez pas à créer des groupes de 4 entreprises, 5 entreprises, mais quand on se ramasse avec une centaine d'entreprises, c'est plus difficile d'avoir cette ouverture-là, de parler de nos problèmes à l'interne, de ce qu'on voit comme hameçonnage. Nous, dans les petits groupes, on se fait l'équivalent de règles de fonctionnement à l'interne, on signe l'équivalent de NDA, puis après, on est très ouvert. Puis, dépendamment de comment vous percevez ça, puis aussi de votre confort, vous pouvez aussi dire, OK, c'est seulement des employés temps plein, je vise seulement des entreprises de tel type, je ne veux pas de consultants ou je veux des consultants. Dans le sens où vous pouvez faire vos propres règles pour être en confiance. Puis justement, avoir cette proximité-là, de ne pas avoir peur de prendre le téléphone, dire « Hey, vous êtes juste 4-5, donc vous appelez, dire « Hey, je viens de vivre ça, tu l'as-tu vu toi aussi? Comment tu réagis? » Donc ça peut être intéressant aussi. Je vais peut-être poser une petite question, Marc-André. En termes de, tu sais, quand c'est des rançongiciels, ransomware, est-ce que c'est toujours avisé de ne pas payer, tu sais, pas rentrer puis pas payer de rançon, ou il y a des cas où c'est approprié? C'est sûr que c'est toujours recommandé de ne pas payer la rançon, puis les forces de l'ordre vont toujours dire ça, parce que dans le fond, payer la rançon, c'est d'encourager le crime organisé. Puis il y a même aux États-Unis, ils commencent à travailler sur un projet de loi où est-ce qu'il va y avoir des pénalités financières si on paye une rançon. Donc là, on se ramasse vraiment entre l'arbre et l'écorce, dans le sens que là, nos données sont pris en otage. Donc, d'un côté, on peut payer pour avoir la clé pour déchiffrer ça, mais si on paye, on va avoir une pénalité. Mais si on ne paye pas, on perd nos données. Donc, on est comme pris là-dedans. On ne paye pas parce que, c'est d'encourager le crime organisé. Puis, deuxièmement, on n'est pas certain qu'on va avoir la clé. Ça reste quand même des criminels. Donc là, est-ce qu'on veut faire confiance aux criminels? Ceci étant dit, il y a quand même, pour ceux qui aiment la théorie des jeux, là, il y a un équilibre qui se crée. Là, dans le sens que si les pirates décident de recevoir l'argent puis de ne pas donner la clé, bien là, plus personne ne va vouloir payer. Il en demeure pas moins que malheureusement, on voit beaucoup d'entreprises qui payent parce que, pourquoi? Ils n'étaient pas prêts, il n'y avait pas de backup, c'est les seules façons de récupérer les données. Donc, c'est pas recommandé, mais dans certains cas, on peut voir que des entreprises vont payer. Mais position officielle, ne pas payer. Okay. Ça dépend toujours, on dit, le niveau de tolérance au risque, puis c'est quoi l'impact de ne pas avoir nos données versus ou de devoir se promener partout dans le marché, là, c'est sûr. Dans certains cas, ça signifie la faillite pour certaines entreprises de ne plus récupérer ces données. Là. Donc, dans certains cas, l'impact est énorme. Oui, tout à fait. Denis, oui, Denis? Moi, je l'ai raté. Est-ce que vous avez parlé d'un comité de sécurité avec les employés à l'interne? Est-ce que vous avez mis en place cette section-là pour sensibilisation et partage des risques? Il y a plusieurs façons de sensibiliser. Moi, j'aime bien faire de la sensibilisation à plusieurs niveaux. Mais je ne suis pas sûr de répondre à la question. Dans le sens de la question, est-ce qu'on a mis un comité de sécurité? Oui, est-ce que vous avez des comités de sécurité avec les employés? Puis quel genre de fonctionnement? Puis est-ce que c'est une pratique qui est fréquente au niveau des organisations? Mais vraiment, nous, on le fait par rapport à l'ensemble des départements. On essaie juste d'animer pour être sûr que, bon, sensibilisation, mais également mise en place des mécanismes.
Ben, un comité de sécurité avec les employés, ça, je dirais que c'est moins fréquent. Par contre, d'avoir un programme de sensibilisation qu'on remet à niveau à chaque année, ça, c'est plus fréquent, dans lequel on implique les communications, gestion de transformation. Puis là, oui, il y a plusieurs personnes qui collaborent ensemble pour monter ça. On aime beaucoup la proximité. Ben, moi, personnellement, j'aime beaucoup la proximité dans la sensibilisation. Donc, de rencontrer, de s'inviter aux rencontres d'équipe des différentes unités d'affaires pour aller parler de la sensibilisation. On aime beaucoup faire un événement annuel, une demi-journée, exemple, où est-ce que là, tous les employés peuvent participer à un événement, faire régulièrement, de façon continue, d'envoyer du hameçonnage. Puis ensuite, si la personne se fait avoir, mais a l'opportunité de faire une petite séance de formation de quelques minutes, de toujours garder le monde alerte. Je pense que c'est une bonne approche. Donc, c'est essentiellement ce qu'on fait. Puis, d'avoir un endroit où est-ce qu'on donne de l'information, que ce soit dans un portail intranet, de faire plein de petites activités au fil de l'année pour informer les utilisateurs. Puis si vous faites, exemple, de la vigie du dark web, puis vous voyez que, exemple, des adresses courriels de vos employés font partie d'une brèche, puis en toute évidence, c'est pas des brèches de votre entreprise parce qu'ils ont utilisé leur courriel pour s'inscrire dans des forums, dans plein d'autres sites. Ben, ça aussi, ça permet de les informer, de dire « Hey, on a vu une brèche, là, tu devrais changer ton mot de passe, on l'a vu à tel endroit. » Donc ça garde un lien avec la personne. Puis aussi d'autres éléments qui gardent des liens qu'on aime beaucoup, qui rentrent toujours dans la sensibilisation. Il y a beaucoup d'entreprises qui, en continu, vérifient la robustesse des mots de passe. Donc là, on peut voir des entreprises qui vont mettre en place des machines, puis comme les pirates font, vont essayer de briser les mots de passe. Donc, avec ça, ça nous permet de voir quels sont les mots de passe qui sont faibles, puis de s'assurer que, globalement, la robustesse de mots de passe est plus élevée. Donc, si une personne réussit à tester les mots de passe, une personne malveillante, mais il va avoir beaucoup plus de misère si nous, on le fait régulièrement. Puis quand on trouve des mots de passe faibles, on peut aviser aussi les utilisateurs. Ben, voici, on a vu que ton mot de passe est faible. Il n'est pas compromis, mais il est faible. Donc, tu devrais le changer. Donc, de trouver des occasions d'avoir ces dialogues-là régulièrement avec les employés. Tous les nouveaux employés, de faire une petite formation de quelques minutes, soit des capsules ou les rencontrer. Donc, puis il y a aussi, Marc-André, une fonction dans notre Outlook qui est ajoutée, qui est vraiment pratique. Là, quand tu reçois tes emails, au fond, si jamais tu as un doute quelconque, tu l'envoies tout de suite, là, tu dis « Est-ce un hameçonnage? » Il check. Si c'est un hameçonnage, je dis oui, c'est un hameçonnage, tu as bien fait de nous donner. Si ce n'est pas un hameçonnage, tu retournes et dis vous pouvez l'ouvrir. Aussitôt que tu as un doute, puis il n'y a pas de délai bien long. Là. C'est bien fun, ça. Donc, entre autres, la compagnie Terra Nova a ces fonctionnalités-là. On en a parlé tantôt d'entrée de jeu. Donc, ils font beaucoup de sensibilisation, une plateforme qui permet de faire de l'hameçonnage. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Denis. Oui, dans l'ensemble, oui. Ouais. C'est pas spécifique, là, mais ouais. J'essaie de répondre plus large. C'est d'essayer des pratiques différentes. Là. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est intégrer justement les gens qui ne sont pas nécessairement sécurité, mais d'être aware of de l'importance justement de l'information qu'on détient. Là. Avec le service de paye, mettons que c'est on est une cible. Un service de paye, on est une cible. Ouais. Clairement. Comme une banque. Merci à tout le monde. Écoute, est-ce qu'on aurait le temps pour une autre question s'il y en a? Sinon, je tiens à remercier tout le monde de votre participation. Vous allez recevoir le courriel qui va avoir évidemment le lien vers un enregistrement et le lien vers le document de soutien que l'équipe du fonds a fait pour vous.
Et la petite question, si vous avez de l'intérêt à avoir quelqu'un de votre équipe pour un groupe de discussion, on va partir comme ça, puis on ajustera par la suite. Marc-André, peut-être qu'on t'appellera comme expert de temps en temps dans ce groupe-là, c'est sûr, parce que tu as réussi à éclairer plusieurs lanternes, ne serait-ce que pour nous donner de bonnes références de où aller pointu par pointu, là, chercher des informations. Ça va me faire plaisir, c'est ma passion, la sécurité. Ben, c'est ce que j'ai compris. Tu l'as très ma famille est bien sensibilisée. Tu l'as bien rendu, puis ben, dans les premiers conseils que tu as donnés, je pense que chacun de nos membres vont le retenir. Si ce n'est déjà fait, assurez-vous de parler au moins dans votre comité de direction de sécurité informatique, histoire de ne pas faire le saut quand ça arrive. Après, ça devrait faire partie des discussions régulières de vos comités de direction. Et par la suite, ben, Denis, tu as bien raison, comment on sensibilise toutes nos équipes à ça. J'aime le réflexe, Stéphane, que tu disais justement, ben, y a-t-il quelqu'un à qui on peut envoyer ça en disant « est-ce du hameçonnage ou pas? » Nous, on le fait un peu de façon random, là, avec notre monsieur qui est le plus connaissant, mais qui n'est pas un spécialiste. Ça aide déjà, mais souvent, on peut se faire prendre à ce jeu-là, du hameçonnage. Donc, encore une fois, mille merci Marc-André de ta générosité, tes connaissances, tes compétences. Mille merci Stéphane, au fond, pour cette belle initiative. Marie-Ève, de nous avoir appuyés là-dedans aussi. Merci à l'équipe interne et je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Au revoir et à la prochaine. Merci encore. Bye-bye. Merci. Merci.